L'État russe surveille désormais tout ce que font ses citoyens jusque dans leur lit. Et ce n'est pas une blague. Bonjour, ici Masha Borzunova, agente de l'étranger à en croire les autorités russes et votre guide dans le monde insensé de la propagande du Kremlin. Aujourd'hui, je vais à nouveau vous expliquer ce qu'est la Russie. Et ça ne va pas être facile. Voici le compte-rendu d'un procès intenté pour discrédit de l'armée. Depuis le début de la guerre, il y en a eu des milliers de ce type en Russie. Mais vous ne devinerez jamais ce qui a provoqué ce procès. Un certain Ivan Lozev a décrit l'un de ses rêves sur Instagram dans lequel le président ukrainien Volodymyr Zelensky le sauvait d'un peloton d'exécution. Le jeune homme s'en est tiré avec une amende. S'il avait rêvé de Vladimir Poutine, on lui aurait sans doute décerné une médaille. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment les autorités s'immiscent dans la vie privée des Russes. En Russie, la propagande s'infiltre dans tous les domaines de la vie quotidienne, et ce, même dans les jardins d'enfants et les écoles. Lors des cours patriotiques, on parle aux écoliers des soi-disant nouveaux territoires des régions occupées d'Ukraine. Dans les salles de classe, des pupitres sont installés en l'honneur des héros de guerre qui viennent parfois en personne parler aux enfants de leurs exploits. Même phénomène dans les crèches où l'on apprend aux bambins à tisser des filets de camouflage et à colorier des cartes postales pour le front. Il y a peu, c'est une manifestation patriotique du Nouvel An qui a été organisée. Le musée militaire de Moscou a ainsi accueilli de nombreux enfants lors d'une matinée spéciale. Bien sûr, nous ne pouvions pas manquer un événement pareil. Je suis journaliste et je vis à Moscou. Et voici Mira, ma collègue pour la journée. Nous sommes en route pour le musée de la Victoire, dédié à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on y organise une cérémonie patriotique pour les enfants. Ces 3 dernières années, nous avons vécu beaucoup de choses, mais jamais rien de tel. Par mesure de sécurité, je préfère rester anonyme, car je risque bien de m'attirer les foudres avec ce reportage. Le Gora est un musée interactif en plein air. On peut aussi y admirer du matériel militaire dans des hangars. Lors des dernières vacances scolaires, on y proposait un programme destiné aux enfants intitulé « Comment fêtait-on le Nouvel An pendant la Seconde Guerre mondiale ?» Nous voici devant les chars de l'armée fasciste allemande qui a envahi notre pays le 22 juin 1941. Ces messieurs pensaient sans doute remporter la victoire en été et être de retour chez eux pour fêter le Nouvel An. Lors d'une chasse au trésor, le général Hiver a raconté aux enfants comment il a déjoué l'attaque des nazis sur Moscou. Pour les Russes, le général Hiver est un véritable symbole historique, car les armées ennemies, qu'elles soient napoléoniennes ou nazies, ont particulièrement souffert du froid et de l'hiver russe en tentant d'envahir Moscou. Et c'est ce que représente le général Hiver. Ce dernier a même supplanté le Père Noël russe lors des dernières fêtes de fin d'année. Le Père Noël n'a pas eu le temps de fabriquer vos jouets, parce qu'il était trop occupé à combattre la bête fasciste. Cette année, c'est pas lui qui va vous apporter vos cadeaux, mais un guerrier qui défend notre pays. Pendant la chasse au trésor, le général Hiver a lu aux enfants des lettres du front, avant de leur faire découvrir des tanks et des tranchées. Imaginez que votre char de combat ait heurté une mine et que sa chenille soit cassée. Maintenant, c'est à vous de la remettre en place. Je vous propose d'essayer de la réparer sur ce tank juste derrière moi. Allez, à vous de jouer. J'ai l'impression que les parents n'ont pas boudé leur plaisir non plus. C'est nous qui allons gagner.
Lors de cette animation, des comédiens incarnaient les soldats et les infirmières. Et tout était fait pour que les enfants s'imaginent se battre sur le front. Nous sommes dans un abri semblable à ceux dans lesquels la plupart de nos compatriotes ont fêté le Nouvel An. Les intervenants ont parlé aux enfants comme s'ils vivaient réellement durant la Seconde Guerre mondiale. Et en considérant ce qui se passe actuellement en Russie, la scène suivante fait tout bonnement froid dans le dos. On est des guerriers. Et si on se bat, c'est pour la paix. Et pour vivre dans un monde où on ne sera pas réduit en esclavage. Voilà pourquoi on défend notre peuple et notre pays. Camarades, c'est une alerte. Les chars nazis ont fait une avancée. Tous en position. Camarades, attendez vos parents. Et n'oubliez rien derrière vous. L'alerte a été donnée. Allez, en avant! Les enfants ont ensuite reçu des cadeaux qu'ils ont ouverts à la maison. À l'intérieur, des bonbons, un petit bateau et une casquette militaire. Il y a même le drapeau de l'URSS. Ça n'a pas l'air confortable. La couleur te plaît? Non, j'aime pas. On dirait une mandarine pourrie. Et le bouquet final, un filet de camouflage. Ça ressemble à des feuilles mortes. Regarde, je suis un buisson. Mira a tout de suite su quoi en faire. Avec ça, je vais pouvoir manger autant de bonbons que je veux sans jamais me faire prendre. Mon bilan de la journée est mitigé. Je m'étais préparé à assister à une animation sur la Seconde Guerre mondiale dans un musée. Je m'attendais à ce qu'on apprenne à nos enfants à aimer la vie, qu'on leur enseigne à accepter leurs différences et à se comprendre les uns les autres, et non pas à entendre toute la journée des cris de guerre et des injonctions à donner sa vie pour sa patrie. En Russie, il est pratiquement impossible de s'opposer à Vladimir Poutine, car toute forme de protestation est interdite. Les Russes ne peuvent manifester contre la guerre qu'à l'étranger. Et là encore, tout n'est pas aussi simple. En novembre 2024, des opposants au Kremlin ont défilé dans les rues de Berlin. 5 à 6 000 Russes en exil se sont rassemblés pour protester contre la guerre. Mais tous n'étaient pas solidaires les uns des autres. Plusieurs individus ont décidé de manifester avec des drapeaux russes pour montrer que ce symbole n'appartenait pas uniquement à Vladimir Poutine. Le ton est alors monté. De nombreuses personnes ont réagi en déclarant qu'il était inacceptable de défiler avec un drapeau russe, car c'est justement sous ces couleurs que l'armée assassine tant d'Ukrainiens. Certains proposent dorénavant d'utiliser le drapeau bleu-blanc-bleu, symbole de l'opposition en Russie, ou encore le drapeau ukrainien, en signe de solidarité. Selon les partisans du drapeau russe ou leurs détracteurs, il s'agit non seulement d'une guerre de symboles, mais aussi de la manière dont l'opposition à Poutine se perçoit. C'est le drapeau de mon pays. Si je suis ici, c'est au nom de la liberté de mon pays et pour m'opposer à Vladimir Poutine qui mène une guerre anti-russe sous ce drapeau. Jamais il ne parviendra à nous enlever ce symbole à nous les Russes. Range ce drapeau. Il n'a rien à faire ici. Range-le. C'est quand même pas si difficile. Mais je viens pourtant de dire que... C'est pas vrai. Je m'appelle Luka Andreev. Le 17 novembre, j'ai défilé avec un drapeau russe lors d'une manifestation pacifiste à Berlin. J'ai ensuite été victime d'une extrême hostilité. Les
Les gens ont dit que j'étais un provocateur. On m'a traité de poutiniste et d'ennemi de l'Estonie. Certaines personnes m'ont même dénoncé au service secret et leur ont demandé de m'expulser. Il y a aussi eu un grand article sur moi dans Postimes, l'un des médias les plus connus en Estonie. Je m'appelle Dania et je tiens un blog vidéo. J'ai ma propre chaîne YouTube et j'écris des articles dans Postimes. J'ai personnellement rencontré Luka Andreev. Il voulait tourner un film sur les Russes d'Estonie et m'a invité à y participer. Et puis j'ai appris aux informations qu'un type avait brandi un drapeau russe lors d'une manifestation à Berlin. Je me suis dit qu'il y avait des idiots partout et qu'on ne pouvait rien y faire. Et là, je me suis rendu compte qu'il s'agissait du même Luka. Évidemment, il n'est pas favorable à cette guerre. Mais son problème, c'est qu'il préconise un accord de paix aux conditions de la Russie. Et il ne souhaite pas non plus que la Crimée soit restituée à l'Ukraine. Voici un commentaire que j'ai écrit sur ma chaîne Telegram. J'y explique qu'un référendum serait la meilleure chose qui puisse arriver à la Crimée. Bien sûr, cette annexion était un crime commis par Poutine. Mais actuellement, je ne vois pas comment l'Ukraine serait en mesure de récupérer la Crimée. C'est même un scénario totalement irréaliste. Alors arrêtez de vivre dans vos rêves. En 2021, on a quitté Saint-Pétersbourg pour l'Estonie avec mes parents. Ils sentaient où la politique de Poutine était en train de nous mener. Ils voulaient absolument que je quitte la Russie. J'ai 16 ans aujourd'hui et à l'époque j'en avais 13. Il y a un proverbe qui dit qu'on ne commence à aimer quelque chose qu'une fois qu'on l'a perdu. Et c'est mon cas. J'ai perdu la Russie et depuis, j'ai développé des sentiments patriotiques envers mon pays. Je suis né et j'ai grandi à Tallinn, en Estonie. Je me sens ici chez moi et je me définis comme estonien, même si je parle russe. Ma principale occupation, c'est ma chaîne YouTube. Je m'y adresse principalement à un public russophone et j'y parle de l'histoire de l'Estonie, pour contrecarrer la propagande du Kremlin. Le 9 mai a une signification particulière en Estonie, dans les autres pays baltes et dans toute l'Europe de l'Est. Car le 9 mai 1945, la guerre a pris fin et la paix est arrivée en Europe. Mais pour nous, la liberté n'était pas effective. Pour près d'un quart de la population estonienne, la langue maternelle, c'est le russe. Et environ 20% de ses locuteurs russophones se considèrent comme des citoyens russes. Les Estoniens n'ont aucun problème avec les Russes qui reconnaissent tout le mal qu'a fait l'occupation soviétique. Mais si quelqu'un répand les discours du Kremlin, se promène avec des drapeaux russes ou des rubans de Saint-Georges, tout en glorifiant l'occupation, alors oui, les Estoniens s'opposeront à cette personne. Le 9 mai, je me suis rendu à Narva, une ville frontalière située au bord du fleuve du même nom. Narva est en Estonie et la ville russe en face s'appelle Ivangorod. Le 9 mai, un concert a été organisé du côté russe par les autorités locales pour nous condamner, nous, maudits Estoniens, d'avoir démoli plusieurs monuments soviétiques et d'avoir volé la mémoire des gens. Ce jour-là, j'ai décidé d'exprimer mon soutien à l'Ukraine en brandissant un drapeau ukrainien. À côté de moi, il y avait un type visiblement saoul à qui ça n'a pas plu.
Il s'est avéré par la suite que c'était un citoyen russe. Il est venu vers moi et a essayé de prendre mon drapeau. Dégagez! Nous voici devant l'ambassade de Russie. C'est le seul endroit dans toute l'Estonie où l'on peut voir flotter un drapeau russe. Ça n'est possible nulle part ailleurs. Car l'Estonie a officiellement décrété que la Russie était un État terroriste. Oui, en effet, ce drapeau appartient aux Russes et non à Vladimir Poutine. Malheureusement, il n'appartient pas aux Russes qui s'opposent à la guerre, mais à ceux qui rendent possible l'actuel génocide en Ukraine. Car c'est le drapeau russe qu'on brandit sur les ruines des villes et des mairies ukrainiennes détruites. C'est Vladimir Poutine qui est à l'origine de cette guerre. Les Russes n'y sont pour rien. Et on les envoie sur le front comme du bétail. Mais les Russes n'ont aucune influence sur la politique du pays. Et nous ne sommes pas responsables de cette guerre. C'est Vladimir Poutine qui en est le premier fautif. J'aimerais vraiment retourner en Russie. C'est mon rêve le plus cher. Et j'y retournerai, dès que ce sera un peu moins risqué pour moi là-bas. La guerre a provoqué une véritable catastrophe démographique en Russie. Énormément de personnes ont quitté le pays et les hommes meurent au combat. Dans ce climat d'incertitude, de nombreuses familles renoncent pour l'instant à avoir des enfants. Les femmes russes ne veulent plus donner la vie, aux grandes dames des autorités. Elles sont comme d'habitude les victimes de nouvelles interdictions, comme celle d'avoir une relation qui n'est pas hétérosexuelle, ou encore de faire de la propagande en faveur d'un mode de vie sans enfants. Car pour les autorités, il s'agit avant tout de sauver le monde et la nation. Comme lors de la Seconde Guerre mondiale, la Russie se sacrifie à nouveau pour défendre la planète entière, cette fois contre la menace du fascisme libéral. Et ce mode de vie sans enfants fait partie de la rhétorique fasciste libérale au même titre que la propagande LGBT, les changements de sexe et la diversité de genre. La première sanction visant à punir cette propagande antinataliste est tombée. Après avoir posté une photo de Quentin Tarantino accompagnée de la citation « Je fais des films, pas des enfants », une jeune femme de Sébastopol a été contrainte de payer une amende de 50 000 roubles, soit l'équivalent de 480 €. En Russie, l'IVG n'est pas encore interdite, même si on persuade les femmes de devoir accoucher à tout prix, car les médecins comme les prêtres prêchent le même discours. L'avortement est un meurtre. Ne touchez pas cet enfant. Il est vivant. Même s'il est dans votre ventre, il ne vous appartient pas. Alors n'y touchez pas. N'essayez pas de tuer ce que vous avez engendré. Ou alors vous serez réduite en poussière et plus jamais vous ne connaîtrez le bonheur. Les autorités locales russes ont aussi introduit de nouvelles sanctions pour lutter contre l'incitation à l'avortement, même si personne ne sait exactement ce que ça veut dire. Certaines régions ont d'ores et déjà interdit les avortements dans les cliniques privées. Quant aux pilules de contraception d'urgence, elles sont de plus en plus difficiles à trouver. Depuis, les féministes russes ont repris le slogan « Mon corps, mon choix » et se défendent du mieux qu'elles peuvent. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, il n'y avait pas encore de problème lié à l'interdiction de l'avortement ou de la contraception en Russie. Mais ces dernières années, la situation est devenue de plus en plus grave. Je m'appelle Irina Feynman, je suis une activiste féministe et je milite en faveur des droits reproductifs. Je vis à Petrozavodsk, en République de Carélie. Ici, il y a pas mal de gens cool, qui forment une communauté très engagée. Et pas seulement en faveur du féminisme, mais pour le progrès social en général.
J'ai lancé une initiative pour aider les femmes et les jeunes filles à obtenir gratuitement des contraceptifs d'urgence dans différentes régions de Russie. Il y a quelque temps, notre ministère de la Santé a annoncé que les contraceptifs d'urgence ne devaient plus être vendus de manière incontrôlée en Russie et que des restrictions allaient être mises en place. Une programmeuse informatique a alors eu l'idée de créer un chatbot pour fournir rapidement et anonymement ce type de contraceptif aux femmes qui en ont besoin. C'est en 2023 qu'a débuté la coercition contre nos droits reproductifs. La loi sanctionnant toute action en faveur d'un mode de vie sans enfants inquiète de nombreuses personnes. Il n'y a aucune législation de ce genre dans d'autres pays. Ça n'existe qu'en Russie. Nos décisionnaires sont convaincus qu'il y aurait ici un véritable mouvement anti-natalité et qu'il se propagerait avec une idéologie similaire à celle de la communauté LGBT. Nous nous opposons à cette propagande de mode de vie sans enfants et à l'amour libre. Tout cela va à l'encontre de nos traditions et de nos valeurs sociales et n'a pour but que de nuire à la Russie. En réalité, tout tombe sous le coup de cette loi. Le simple fait d'évoquer un problème lié à une grossesse, à un accouchement ou à la future vie du bébé peut être considéré comme de la propagande en faveur d'un mode de vie sans enfant. Même nos proches ou le personnel médical risquent d'être inquiétés. Et c'est sans compter tous ces articles scientifiques sur des sujets démographiques et médicaux qui ne parlent que de ça. La population pourrait augmenter comme par magie. Il suffit de dissuader les femmes d'avorter. Et les chiffres de la natalité augmenteront immédiatement. Les autorités ne peuvent pas motiver la population avec de l'argent parce qu'il n'y en a plus. Et au lieu de leur garantir de meilleures conditions de vie, le Kremlin fait pression sur les gens pour les pousser à avoir des enfants. Aujourd'hui, beaucoup de personnes choisissent de ne pas procréer parce qu'elles n'ont même pas les moyens de se payer une maison. Et pendant ce temps, on entend des politiciens nous dire qu'il est de notre devoir d'enfanter tant que notre utérus fonctionne. Le nombre d'IVG en Russie n'est pas si élevé que ça. Si on y ajoute les fausses couches, il doit y en avoir 600 000. D'après les estimations, 300 000 avortements seraient pratiqués chaque année en Russie. Et ce chiffre comprend aussi les avortements pour raisons médicales. Mais à la télévision, ils diffusent sans arrêt des émissions dans lesquelles de prétendus experts affirment qu'il y aurait 1 million d'avortements chaque année en Russie. D'où tirent-ils ces chiffres? Écoutez-moi attentivement. La Russie est le pays au monde où l'on pratique le plus d'avortements. Nous détenons la première place en matière de meurtre d'enfants. C'est une honte. Des militants pro-vie ont voulu porter plainte contre nous. Mais à l'heure actuelle, ce que nous faisons n'est pas illégal. Ils veulent que ça le soit, mais ce n'est pas encore le cas. Ils ont même essayé de contacter ma famille et mon employeur pour me mettre la pression. Ma mère a aussi reçu un message qui disait « Nous sommes contre l'avortement, mais vous auriez mieux fait d'avorter. » Ça peut paraître bizarre, mais j'aime la Russie. Si la situation devient encore plus extrême, ça me ferait mal au cœur de devoir m'en aller. Parce que si nous partons tous, qui restera ici ? En décembre 2024, la Russie a connu une véritable catastrophe écologique. 2 pétroliers ont fait naufrage en mer Noire, au large de Krasnodar et de la Crimée annexée. Environ 2,5 tonnes de fioul se sont déversées dans la mer.
et les opérations de nettoyage et de sauvetage sont loin d'être terminées. De nombreuses personnes venues de tout le pays se sont rendues sur la côte pour prêter main forte aux sauveteurs. Pour la plupart, ce sont de simples citoyens qui se sentent concernés par ce drame. Il est étonnant que les Russes aient eu connaissance de cette marée noire, car à en croire la télévision, tout était sous contrôle. L'ampleur de la catastrophe a même été fortement minimisée. À Sébastopol, en Crimée et dans le Kouban, plus de 300 km de côtes ont été nettoyés juste à temps pour célébrer la fête du baptême du Christ. À Anapa, les fidèles ont ainsi pu se purifier dans une mer Noire propre et débarrassée de pétrole. Poutine réprime toute tentative de dynamiser la société civile. Ces actions solidaires semblent être l'unique moyen légal d'influencer la vie du pays. C'est l'une des plus grandes catastrophes environnementales à laquelle nous avons été confrontés en mer Noire, et peut-être même dans le monde. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas exactement quelle quantité de fioul s'est déversée dans les eaux. Je m'appelle Yevgeny Vitishko et je dirige le centre de sauvetage d'oiseaux d'Anapa. Énormément de bénévoles très motivés sont venus ici pour mieux se rendre compte des conséquences de la catastrophe. Ils s'occupent de nettoyer la plage et viennent en aide aux oiseaux. Il y a 2 jours, on avait réussi à nettoyer toute la côte. Mais entre-temps, il y a eu une tempête et la plage est à nouveau pleine de mazout. On va devoir tout recommencer. On essaie de ramasser tout le mazout qu'on trouve, mais il y en a vraiment beaucoup. Je me suis rendu compte de l'ampleur du désastre sur Instagram, parce que ce qu'on nous montre à la télévision ne correspond absolument pas à la réalité. Les gens regardent les infos à la télé et pensent que tout va bien. Mais il faut vraiment voir les choses de ses propres yeux pour se rendre compte de la gravité de cette marée noire. Presque immédiatement après la déclaration de l'état d'urgence, nous avons mis en place une opération pour venir en aide aux oiseaux. Et c'est une station de lavage de voitures qui nous sert actuellement de quartier général pour mener à bien nos activités. T'es une gentille fille, toi. Allez, encore un effort. Mais oui, qu'est-ce que tu es jolie et intelligente. Nos bénévoles viennent des 4 coins du pays. Certains sont des démocrates libéraux et d'autres des pseudo-patriotes radicaux. En tout cas, ici, personne ne parle de politique et on peut interagir normalement. L'activisme politique me tient à cœur. Malheureusement, en ce moment, on ne peut être que dans un seul camp. Si on se trouve du mauvais côté, on risque d'avoir de graves ennuis. Les gens n'ont aucun moyen de se défendre légalement. Et ils expriment leur protestation en venant nous aider. Il serait temps de trouver d'autres méthodes. La population est en colère parce que les autorités locales ont reçu beaucoup d'argent suite à la marée noire. Parfois, on voit un conseiller du gouverneur se promener sur la plage et nous rire au nez. Il nous demande ce qu'on fait là alors que tant d'aides financières ont été versées. C'est vraiment choquant.
Les voilà, les pauvres. Elles sont là, les conséquences de cette tragédie. Jusqu'à présent, les autorités nous ont très peu prêté main forte. L'aide qu'on reçoit vient surtout des gens. Ils nous envoient de l'argent, des colis ou encore des vêtements. Ils sont même prêts à donner tout ce qu'ils possèdent. J'ai l'impression que cette catastrophe a inspiré les gens et les fait aller de l'avant. Elle nous rappelle chaque jour que quoi qu'il arrive, on ne doit pas abandonner. Même si on ne se fait pas d'illusions. Ici, l'ambiance est plutôt morose. Tout le monde est épuisé. Pourtant, j'ai aussi le sentiment que cette marée noire nous pousse à ne pas nous décourager, mais plutôt à nous rassembler.